Ah, ça y est, je vous arrête, d'accord. Bonjour tout le monde. Ça fait 4 jours qu'on parle du cancer, cette maladie qui nous a touchés de près ou de loin. Donc on a tous été touchés par cette maladie, que ce soit de près ou bien de loin. Le cancer, on sait qu'il y a des traitements lourds pour le cancer, à savoir la radiothérapie, la chimiothérapie. Ces traitements lourds ont des effets indésirables. Il faut savoir parmi lesquels nous avons l'hémucite, qui est une altération de la muqueuse buccale. Dans les mucites qui peuvent entraîner une perte de poids suite à une dénutrition chez le malade. Donc nous avons des traitements pour ces mucites. Il y a des traitements curatifs, il y a des traitements préventifs. Dans la prévention, donc, il faut une bonne hygiène buccale, à savoir donc, un dentifrice adapté à base de fluor, une brosse à dents à poils souples qu'il faut changer tous les mois et un bain-de-bouche dans un premier temps à base de bicarbonate. Lorsque les mucites sont installés, les mucites, comme je l'ai déjà dit, c'est une altération de la muqueuse buccale qui peut se traduire par une inflammation, c'est-à-dire de la douleur, de la rougeur et inflammation. Donc, le traitement de ces mucites, il peut être médical par des médicaments antalgiques, comme il peut être aussi par le laser à basse énergie. Et nous avons les bains-de-bouche que les spécialistes en oncologie ou bien certains médecins généralistes, dans la formule est rédigée par ces derniers. Ces bains-de-bouche sont une composition de plusieurs spécialités et de plusieurs principes actifs. Il se trouve que cette composition-là, selon les sociétés savantes, selon leurs recommandations, ils ne sont pas très recommandés. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à faire des mélanges de spécialités. Qui dit spécialité dit bain de bouche qui se trouve dans le commerce. Quels sont ces bains de bouche ? En général, des antiseptiques. Il y a un antiseptique de choix qui est la chlorhexidine à 0,1%. Et nous avons, plus vient en deuxième position, l'hexétidine à 0,1%. Ces deux antiseptiques, ils ont la même indication. Ils sont antifongiques, ils sont bactériostatiques, ils sont bactériocides. Il se trouve que l'hexétidine, elle n'est pas contre les lévures, contrairement à la chlorhexidine qui est anti-lévure. Nous avons une formule de base. À partir de la formule de base qui est constituée par de l'eau bicarbonatée ou bien du sérum bicarbonaté, puis associé à l'antiseptique qui lui contient déjà des principes actifs, il contient aussi des excipients. Et selon cette formule de base, le prescripteur, qui dit prescripteur comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'oncologue ou bien un médecin généraliste. Mais généralement, c'est l'oncologue, suite à une chimiothérapie ou bien à une radiothérapie quand il s'agit d'un cancer de la sphère ORL. Donc, j'en ai répertorié plus durant mon expérience, plus d'une vingtaine de formulations. J'en ai choisi 2 ou 3 que je vais vous lire en ce moment. Donc, il y a la formule numéro 1, c'est le sérum bicarbonaté qui est à 1,4%, l'amphotericine B qui est à 10%, et là, il y a de la xylocaïne à raison de 2 millilitres. Là, c'est un malade, donc c'est une ordonnance qui vient d'un CHU. C'est un malade qui présente une mycose associée à une douleur. C'est pour ça qu'il y a 2 millilitres de xylocaïne. Il y a d'autres formules auxquelles on ajoute carrément le flacon de xylocaïne. On trouve par exemple
du sérum bicarbonaté, de l'amphotéricine B ou bien de la mycostatine. Ce sont deux antifongiques qui sont très prescrits pour la préparation de ces mélanges buccaux. La deuxième formule de la chlorhexidine, donc c'est le fameux Eludril dans la composition est chlorhexidine plus chlorambutol, de sérum bicarbonaté au 1/3 et de l'amphotéricine au 1/3 aussi. Nous avons une troisième formule qui émane d'un service de radiothérapie. C'est un malade qui a fait un cancer de la sphère ORL auquel on lui a prescrit ce mélange un peu complexe. Il s'agit de la glycotimoline, qui est un bain de bouche qui n'existe pas chez nous. Souvent, les malades, quand on me ramène des ordonnances avec des prescriptions qui viennent d'ailleurs, ils ramènent avec eux leur bain de bouche et par exemple ici, l'Ulcar qui est un antiacide. Le glycotimoline donc présente, c'est un bain de bouche qui contient plusieurs antiseptiques. Le cinéol, le lévomenthol, le benzoate de sodium, les borates de sodium, salicylate de natimol. Vous avez toujours le bicarbonate de sodium. Là, il faut utiliser 500 ml. Un flacon de xylocaïne, c'est carrément de la xylocaïne qui existe dans l'industrie. C'est la xylocaïne à 2%. C'est le flacon qu'il faut mélanger. C'est un simple mélange. Vous avez de l'Ulcar, un sachet d'Ulcar qui est un antiacide. Et ici, vous avez de l'amitriptyline, 5 gouttes d'amitriptyline. C'est un malade qui avait de fortes douleurs, qui avait subi une forte radiothérapie, donc des rayons de radiothérapie qui étaient assez forts. Et nous avons le fameux antifongique qui est la mycostatine. Vous avez bien vu, donc j'ai fait un aperçu sur les différents mélanges, mais chaque cas est un cas, chaque malade est une prescription. Vu les altérations de la muqueuse buccale, ça dépend du degré d'altération de la muqueuse buccale. Malgré ces recommandations, ces formulations continuent à être rédigées. Devant une telle formulation, donc le pharmacien, il est tenu à réaliser ces mélanges. Même s'ils sont... Pourquoi il y a ces recommandations de ces sociétés savantes? Il se trouve que les mélanges ne sont pas très étudiés parce qu'il y a une incompatibilité physico-chimique qui fait que ces bains de bouche, ils s'altèrent dans le temps. C'est pour ça qu'il faut les conserver au frais à partir de 2 jusqu'à 8 degrés. Ils peuvent aussi être inefficaces, ils peuvent être efficaces et inefficaces. Ça dépend des constitutions que l'on mélange. Et là, le prescripteur, il ne le sait pas. Donc, c'est à nous d'orienter ce prescripteur vers pour qu'on ait un bain de bouche, une solution homogène pour faciliter au patient son administration, son usage. Je crois que je vais passer à la démonstration. Il n'y a pas de quoi. Ça y est. Donc, justement, je voulais juste rebondir concernant la xylocaïne et la mycostatine. Donc là, si on avait d'ailleurs la matière première à l'officine, donc c'est une chose, Inch'Allah, qu'on l'aura prochainement. La xylocaïne, on peut la fabriquer directement au niveau de l'officine à 5% ou bien à 2%, ça dépend de la concentration. En général, ce qui est prescrit, c'est la 2%. Voilà, c'est la 2%, la 5% c'est pour la douleur intense. Parce qu'il faut savoir que la lidocaïne, en cas de bain de bouche, elle est donnée pour soulager la douleur de ce cancéreux. Parce qu'il n'y a pas uniquement l'altération de la muqueuse, mais il y a aussi la douleur qui s'accompagne par l'altération de cette muqueuse. Et aussi la myostatine. La mycostatine, c'est ça. Elle est à base de nystatine. Ça veut dire au niveau de l'officine, on peut même fabriquer de la nystatine carrément en solution pour la mélanger par la suite à une autre solution. Donc, voilà. Alors, au préalable, je vais faire en 2 présentations. Donc, au préalable, j'ai fait mon propre eau bicarbonatée.
Il faut savoir que le malade cancéreux, il souffre de sécheresse buccale, il souffre de manque d'hydratation, de douleur, etc. Donc le rôle du bicarbonate, c'est un lubrifiant, c'est un humidifiant, c'est un alcalinisant, surtout il est alcalin. C'est ça. C'est son alcalinité qui fait qu'il soit utilisé dans les bains de bouche. Voilà, en fait, c'est un adjuvant à tous les bains de bouche. Absolument. Et il faut faire attention parce que des fois, on reçoit aussi des ordonnances qui sont un peu erronées de la part des prescripteurs. C'est par méconnaissance sur la préparation magistrale. On reçoit des ordonnances avec le bicarbonate de sodium à 14%, à 16%, alors que ce n'est pas possible. D'où l'importance, voilà, donc l'importance de l'intervention et la validation pharmaceutique au préalable. D'accord, donc il faut d'abord valider et étudier la faisabilité de la préparation et de la prescription. Et si jamais elle est erronée, on doit se concerter avec le clinicien directement. Donc on l'appelle pour trouver un moyen de concertation. Voilà. Si on arrive à le joindre, en général, c'est des ordonnances qui viennent des hôpitaux. Il est pratiquement impossible de joindre un médecin au niveau d'un hôpital. Par contre, quand c'est des généralistes de ville, c'est très facile. À ce moment-là, ils répondent et il n'y a aucun problème avec eux. Voilà. Donc, j'ai pris 150, c'est une préparation aléatoire. C'est juste pour vous montrer comment ça se fait, comment les mélanges se font. Donc, de l'eau bicarbonatée à 1,4%. J'en ai préparé 150 millilitres chacun. Ça, c'est de l'exétidine qui se trouve dans le commerce. J'ai répertorié les bains de bouche qui existent en Algérie. La chlorhexidine est quasiment absente de l'industrie pharmaceutique algérienne. Pourtant, c'est l'antiseptique de choix qu'il faut utiliser dans les bains de bouche, que ce soit seul ou en mélange, à 0,1%. Donc là, vous avez pris de l'exétidine. J'ai cacheté pour être indépendante de tout laboratoire. Donc, j'ai pris un demi-flacon, donc 62,5 millilitres, que je vais carrément mélanger. C'est un simple mélange. Là, tout se passe bien parce que l'exétidine en solution, elle est... Donc ici on voit que c'est homogène parce que c'est très important. Si ce n'est pas homogène, ça veut dire la technique elle n'est pas bonne et il faut se concerter avec le clinicien sur d'autres moyens de changer. Cette homogénéité provient aussi du fait que l'exétidine en solution à 0,1% peut être utilisée pure comme elle peut être utilisée diluée, surtout chez les enfants. Les enfants, donc il est conseillé de l'utiliser diluée. Donc je vais prendre pour le deuxième flacon. Si je fais ça, c'est dans un but bien précis. Donc là, c'est mon deuxième flacon d'exétidine à 0,1%. Là, je prends comme antifongique en fonction de ce qu'il y a sur le marché. Nous avons de l'amphotéricine B à 10%. D'ailleurs, l'amphotéricine B, c'est des flacons de 40 millilitres. Déjà en elle-même, elle est instable. Il faut bien agiter avant l'emploi lorsqu'on l'utilise seule. Chez les enfants, elle devrait être utilisée, les enfants qui ont des effets indésirables suite à une chimiothérapie, donc qui ont des aftes, des mucites. Elle peut être utilisée soit en compresse, soit à l'aide d'un coton, genre de coton-tige à base de mousse. Donc il faut juste tamponner au niveau de la muqueuse buccale. Donc c'est en badigeonnage. C'est en badigeonnage. Non, même pas badigeonnage, c'est tamponné. Parce qu'il y a c'est aussi utilisé chez les cancéreux qui ont une altération une énorme altération de la muqueuse buccale. À ce moment-là, on conseille aussi un badigeonnage. Donc j'ajoute mon amphotéricine B, c'est une suspension. Il y a les sociétés savantes, ils déconseillent ce geste. Voilà. C'est un geste qui n'est pas, je ne dirais pas déconseillé, mais qui n'est pas recommandé. Parce que ça reste il a son efficacité.
Donc, je ferme mon flacon, j'agite, conservation au frais. Dans celui-là, je vais conseiller, tel que c'est recommandé par les sociétés savantes, mon flacon d'amphotéricine B, je vais donner mon bain de bouche tel quel, à base d'antiseptique et sérum bicarbonaté. Je vais expliquer aux malades la manière de le prendre, donc la posologie, comment faut-il, et donc il faut faire des badigeonnages, des gargarismes de 1 à 3 secondes, et puis rejeter, c'est une solution qui ne s'avale pas, puis rejeter le contenu, et lui donner le flacon d'amphotéricine B, lui donner à part. Après l'utilisation de ce bain de bouche, je lui recommande d'utiliser la fingisone, parce que la fingisone, on peut l'avaler. Amphotéricine B, oui, excusez-moi, l'amphotéricine B, on peut l'avaler. On met 10 millilitres pour un adulte, 10 millilitres 3 fois par jour après le bain de bouche reconstitué à base de sérum bicarbonaté et d'antiseptique et de l'exétidine. Donc, le malade doit le garder dans la bouche. Et l'amphotéricine B, ça s'avale, que ce soit chez le nourrisson ou bien chez l'adulte, on peut l'avaler. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai préparé ce matin. C'est la même chose, mais ça reste le fait d'avoir des traces. Il n'y a pas la miscibilité n'est pas correcte. Ça veut dire que tous les produits qu'on vient de mélanger ne sont pas connectés. Et quand c'est pas connecté, ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'effet sera moindre ou bien carrément inefficace. Voilà, donc, ça veut dire si, je vais rebondir sur ça, ça veut dire si on exécute à la préparation magistrale qu'on avait reçue, on va obtenir ça. Mais par faisabilité de la chose, donc on voit que c'est homogène, donc on va dire c'est bon. Alors que les recommandations des sociétés savantes disent que la fingisone, si elle est utilisée seule, l'effet il est plus important que si elle est mélangée à un antiseptique. Donc, en tant que pharmacien d'officine ayant déjà un recul académique et tout ça, nous allons se concerter avec le médecin et le patient pour donner l'antiseptique et le bicarbonate de sodium en bain de bouche à part. Par la suite, ça veut dire on va désinfecter la sphère buccale. Par la suite, on utilise l'amphotéricine B qui aura plus, donc l'action elle va être plus importante que si il est mélangé avec le mélange antiseptique plus voilà. Donc c'est ça l'expertise pharmaceutique et la valeur ajoutée du pharmacien en officine. Voilà. Donc voilà, je vous remercie pour ça. On va passer à une deuxième préparation. Donc on vous a choisi deux préparations. La première pour la prise en charge des mucites qui sont chimio-induites. La deuxième c'est pour la prise en charge d'exéroses cutanées ou bien des brûlures qui sont soit induites par la chimiothérapie ou bien par la radiothérapie. Donc j'ai choisi une formule qui est très simple, vu la logistique du CIFAL TV. Donc c'est une préparation, c'est un simple mélange entre le glycérolé d'amidon et entre une cold crème. Donc cold crème c'est une préparation basique dans la préparation magistrale. Voilà, donc je vais passer juste à une démonstration. Donc en fait, nous allons préparer une crème au glycérolé d'amidon à 10%. C'est une crème qui est inscrite dans la plupart des formulaires de la préparation magistrale. Et elle est utilisée. L'avantage de cette préparation, c'est que c'est une préparation qui peut être utilisée à grande étendue. Ça veut dire le patient cancéreux, généralement, suite aux effets secondaires d'une chimiothérapie, souffre d'une xérose qui est vraiment importante dans toutes les parties du corps. Du coup, il lui faut une préparation utilisée à grande étendue et qui est moins onéreuse. Ça veut dire qu'elle n'est pas trop chère. Donc, c'est une préparation qui nécessite au préalable de préparer une cold crème. Ça veut dire on va préparer une cold crème ordinaire et cette formule, il y a plusieurs formules de cold crème. La formule que je vous ai choisie aujourd'hui, c'est une formule qui est stabilisée par un
émulsifiant. Donc la formule c'est la suivante, on va utiliser donc la formule de base de la cold crème, c'est la cire blanche. Donc on va utiliser 7 grammes de cire blanche qui est comme objectif de lignifier, ça veut dire c'est un lignifiant de la préparation. On va ajouter un émulsifiant qui est le palmitate de cétyle ou autre chose, essentiel avoir un émulsifiant de 8 grammes et on va utiliser l'huile d'amande douce, c'est la phase huileuse de notre préparation. La vitamine E qui est la tocophérol B, c'est un antioxydant et l'eau purifiée, c'est notre phase aqueuse. En fait, comment on l'a préparé, là, vu que les contraintes logistiques, je vous ai juste fait une démonstration de cette préparation. On va peser la cire d'abeille et l'émulsifiant qui est le palmitate de cétyle séparément. On va tarer un bécher et on va mettre notre huile d'amande douce et ajouter bien sûr la cire blanche. Donc on aura notre phase huileuse et qu'on va chauffer à 55 degrés sans dépasser cette température-là. Vers la fin, en dehors de la chaleur, on rajoute la vitamine E parce qu'elle va se détruire à la chaleur. Donc, il faut faire attention que la rajouter en dehors ça veut dire de notre bain-marie. Voilà, donc généralement, on utilise un bain-marie pour le chauffage de cette phase huileuse que j'ai appelée phase huileuse A. Donc, c'est la phase A. La deuxième phase, c'est la phase aqueuse. En fait, si vous avez remarqué, c'est une émulsion. Donc, phase huileuse et phase aqueuse. La phase aqueuse, donc on fait juste chauffer notre eau purifiée à 45 degrés. Donc, toujours la phase aqueuse, elle doit être de 5 à 10 degrés de moins par rapport à la première phase qui est la phase huileuse. Et par la suite, on va procéder à un mélange de la phase B qui est la phase aqueuse. Donc, c'est une émulsion eau dans l'huile. D'accord? Donc, on va procéder à ce mélange par une agitation très forte. Soit on utilise un agitateur à hélice, soit on utilise carrément un bras mixeur. Donc, pendant 5 minutes, on obtient cette crème que j'ai préparée hier au niveau de mon préparatoire. Donc, c'est une crème, donc elle est là. Donc, c'est notre cold crème. Voilà. Je peux ajouter quelque chose? Oui, il n'y a pas de souci. La cold crème séparément et le glycérolé d'amidon séparément peuvent être des excipients pour plusieurs préparations officinales et magistrales. C'est-à-dire, on peut ajouter des principes actifs à ces crèmes-là. Voilà, donc c'est des excipients de base et voilà. On rajoute les actifs différents. Donc, mais là, le glycérolé d'amidon, il est considéré en lui-même déjà un actif. Le problème, c'est que ce glycérolé d'amidon, il est vraiment... il colle, voilà. Donc, il adhère à la peau. Donc, c'est pas possible de l'utiliser directement sur la peau. C'est vraiment gênant pour ces patients-là. Mais on a certains, dans le cas d'eczéma et de psoriasis, qui l'utilisent directement. Certains cliniciens préfèrent utiliser le glycérolé d'amidon directement sans la cold crème. Voilà, donc la deuxième préparation, en fait, on a fait la cold crème, notre base, et on va faire la deuxième, l'actif, c'est le glycérolé d'amidon, une formule très simple. En fait, cette préparation, elle est simple et en même temps compliquée dans la technicité parce qu'elle nécessite une certaine technique au moment du chauffage. Voilà, donc on aura besoin d'amidon de blé ou de maïs. C'est ce qu'on appelle le gélifiant de notre préparation. On aura besoin du glycérol qui est l'émollient dans notre préparation. On aura besoin aussi de l'eau purifiée. Voilà. Donc le mode opératoire, je vous ai dit qu'il est un peu délicat. Pourquoi? Parce que on risque d'avoir des grumeaux. Parce que l'amidon, il a tendance à former de la gelée lorsqu'il est chauffé. Donc du coup, il faut d'abord délayer l'amidon dans l'eau, il faut bien le délayer, et après rajouter le glycérol et bien mélanger en chauffant. Donc là, les recommandations de plusieurs formulaires recommandent que ne pas chauffer directement sur notre plaque ou bien au bain-marie. Ils recommandent d'utiliser une plaque métallique entre notre capsule en porcelaine. Donc là, c'est important d'utiliser une capsule en porcelaine et
de mélanger avec une spatule en verre ou bien une tige en verre. Il ne faut jamais utiliser un truc métallique, sinon on n'aura pas le résultat souhaitable. Donc en fait, c'est ça la technicité. Et il faut mélanger à chaque fois notre glycérine jusqu'à arriver à une température entre 100 et 105 degrés. Et on retire du feu, on aura une préparation qui est épaisse et elle a cette texture, c'est un gel translucide qui est grisâtre et homogène. Donc il y a d'autres formules que nous avons trouvées répertoriées où il recommande de chauffer au préalable la glycérine, par la suite verser petit à petit cette glycérine dans le mélange amidon dans l'eau. Bon, moi personnellement j'utilise cette méthode-là, la première méthode, et ça donne un résultat. Donc je vais vous montrer notre glycérolé d'amidon déjà préalablement préparé. Donc il est translucide, il adhère facilement. Donc le problème c'est que ça colle. Donc on ne peut pas l'utiliser directement pour un patient qui souffre de xérose cutanée. C'est vraiment contraignant malgré que le résultat est très efficace, mais il faut quand même l'améliorer sur le plan esthétique et plutôt faisabilité de notre préparation. Donc d'où qu'est-ce qu'on va faire? On va juste, pour nous suivre notre préparation, donc on va préparer le glycérolé d'amidon à 10%. Donc on va peser le glycérolé d'amidon lui-même à 10 grammes de glycérolé d'amidon à part. Et par la suite, on prend notre mortier, on pèse la cold crème, 90 grammes, on le tare, on pèse notre cold crème à 90 grammes et on rajoute petit à petit notre glycérolé d'amidon jusqu'à avoir un mélange homogène. Et on étiquette et on met bien sûr la durée de conservation qui est recommandée de 6 mois maximum. Voilà. Donc, je vais juste vous mettre une démonstration. Il y a plus donc de 30 là, on prend notre ici. mortier. Ouais. Ici, bien sûr, on fait avec nos moyens. Voilà. Et la logistique du CIFAL prend... Ça suffit. Voilà. Donc 90 grammes. Après, on rajoute... Donc, bien sûr, il faut tarer notre mortier. On rajoute notre glycérolé d'amidon de 10 grammes. Donc, c'est une préparation qui est translucide. Donc, c'est comme de la gelée. Ce n'est pas du gel, mais c'est comme vraiment de la gelée. On a oublié une étape, docteur. C'est laquelle? Alors, la désinfection de notre mortier. Oui, mais les bonnes pratiques. Voilà, donc les bonnes pratiques de préparation. Donc, il faut déjà mettre des gants. On est un peu pris par la présentation en direct. Donc, les bonnes pratiques de préparation, parce qu'il y a parmi vous aussi... Normalement, c'est acquis, ils le savent. Voilà, donc c'est acquis. Il y a quand même des étudiants, donc il faut leur demander. Oui, il faut juste faire rappeler. Donc, voilà, il faut mettre des gants. Il faut désinfecter notre mortier, donc avec de l'alcool 90. Donc, voilà. Et par la suite, on procède à la préparation. Donc, le mélange se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà. Et c'est une préparation qui s'homogénise très rapidement. Donc, parce que déjà, pourquoi elle s'homogénise très rapidement? Parce qu'il y a la phase aqueuse qui est dans notre cold crème, il y a de l'eau, et il y a la phase aqueuse qui est dans notre principe actif qui est le glycérolé d'amidon, c'est aqueux, ça veut dire soluble dans l'eau. Donc c'est pour ça on aura une préparation très homogène. Une fois mélangé dans ce sens, on mélange dans l'autre sens jusqu'à homogénéisation. Voilà, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture d'émulsion. Il n'y a pas de rupture d'émulsion. Et en fait, c'est étudié. Dans les formulaires, les préparations sont étudiées et la faisabilité, elle est là. Donc, on fait que... C'est pour ça qu'on a choisi 10%. Bien, ils ont choisi 10%, c'est par rapport à la faisabilité de la préparation. Ça veut dire si on augmente de 20 à 30%, peut-être on aura une rupture carrément de l'émulsion. Le déphasage, ce qu'on appelle le déphasage. Voilà, donc là,
Donc j'ai ma préparation qui est prête. Donc voilà, vous voyez? Donc c'est une préparation prête. Je vais la mettre En pot. donc soit en pot ou bien en tube si je dispose d'un tube carrément. Donc c'est plus pratique. Ou bien carrément on peut même utiliser les trucs pour comment dirais-je? Moi j'utilise des pots dans mon officine. Moi j'utilise aussi lorsque j'ai une cold crème qui est fluide, parce qu'on peut aussi fabriquer une cold crème fluide en changeant bien sûr la concentration de la phase aqueuse. Donc si j'ai cette cold crème fluide, je rajoute mon glycérol d'amidon et j'aurai carrément des pompes à crème. Donc je conditionne dans une pompe à crème et le patient va là donc à grande étendue au niveau des jambes, il va l'utiliser partout et c'est pratique. Donc ici pour la démonstration, j'ai utilisé le pot. Voilà, donc elle coule facilement et rapidement. Il faut curer. Donc, il faut un cure-mortier. On n'en a pas ramené. Donc, voilà, aujourd'hui, on a travaillé avec ce qui. Voilà. On ferme. Et bien sûr, il faut l'étiquetage de notre préparation. Donc l'étiquetage, bien sûr, les règles de l'étiquetage dans la réglementation. Donc nous avons toutes les règles de l'étiquetage et il faut aussi avoir une contre-étiquette d'usage externe. Donc étiqueter, voilà. Avec le numéro de la préparation, le nom de la pharmacie, la mention préparation magistrale, l'excipient qui est dedans, le nom bien sûr de la préparation, les coordonnées de la pharmacie, c'est important parce que même la préparation magistrale relève aussi de la pharmacovigilance. Donc on doit noter tout effet secondaire qui est lié à cette préparation. Donc là, on met aussi une contre-étiquette d'usage externe de la préparation. Et voilà, elle est prête pour la donner à notre patient cancéreux. Et Inch'Allah, on va soulager la douleur de ces patients-là. Elle peut faire l'objet, excuse-moi, d'une préparation officinale dans le domaine du conseil. Parce qu'il y a ces deux crèmes, mais voilà, dans la base, elle est être destinée, on peut ajouter des principes actifs, donc elle peut être dans le domaine du conseil. Voilà, pourquoi pas l'enregistrer dans notre propre formulaire algérien et l'avoir en préparation officinale. Voilà, parce que les préparations officinales, c'est des préparations qui sont déjà enregistrées. Voilà. Docteur Saïb et Docteur Mimel, je vous rappelle juste le temps, il vous reste 5 minutes. C'est bon, on a fini. D'accord, voilà. On va prendre quelques questions. Oui. On va essayer de prendre quelques questions peut-être pour le collectif préparatoire. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de la préparation que vous venez de suivre? Oui, on peut avoir un micro pour moi. À moi. Voilà, j'ai une question par rapport au choix de la prescription de la formule que vous avez utilisée. Donc vous avez préparé d'abord une préparation complète contenant la solution hexétidine plus l'amphotericine B. Oui. Puis après, à côté, vous avez séparé les deux mélanges. Vous préférez donc utiliser la deuxième opportunité. Et vous parlez là justement par rapport à quels critères vous validez le choix de la deuxième. Parce que je pense que vous avez dit qu'il y a une hétérogénéité dans le premier mélange. Oui. Donc il peut y avoir une interaction entre les différents composants. Et c'est ce qui peut donner une mauvaise interaction, une mauvaise efficacité. En tant que scientifique, je voulais savoir comment vous avez validé ce choix. Parce qu'on ne peut pas expérimentalement, est-ce que vous avez démontré que ça, il n'est pas efficace par rapport à ça? Non, je n'ai pas dit qu'il n'était pas efficace. J'ai dit que c'est des mélanges qui pouvaient altérer quant à l'efficacité. Mais ça, c'est une suggestion peut-être personnelle. Mais expérimentalement, est-ce que vous pouvez le prouver? Ce n'est pas une suggestion personnelle. C'est des sociétés savantes ce sont des sociétés comme la AFSAPS qui ont étudié ce genre de mélange ou de bain de bouche
il y a une incompatibilité lorsqu'on mélange plusieurs principes actifs. Là, c'est un mélange de plusieurs principes actifs, c'est-à-dire et de plusieurs spécialités. J'ai pris des spécialités qui existent dans l'industrie et j'ai pris monobicarbonaté il y a 3 spécialités. Il y a l'antifongique, l'amphotericine B. L'amphotericine B en elle-même, déjà, elle est instable du point de vue physico-chimique. Quand je vous ai dit ça, ce n'est pas subjectif. C'est par rapport à des études qui ont été faites. C'est par rapport à une recherche. J'ai fait toute une panoplie durant, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que j'exerce en officine, que je fais ce genre de bain de bouche. Je les ai faits avec des fautes, avec des erreurs, c'est-à-dire en mélangeant l'amphotericine B ou bien de la mycostacine. J'ai obtenu carrément, il y a des solutions de bain de bouche où j'ai obtenu carrément une séparation. Alors que la prescription du médecin, je l'ai intégralement respectée. Mais là, ce que disent ces sociétés-là, ils disent que ces mélanges-là de spécialités, il pourrait y avoir des incompatibilités. Et notamment quant à l'efficacité, moins efficace, peut-être pas efficace, et quant à leur conservation dans le temps. C'est-à-dire c'est des préparations qui vont être utilisées le jour même, maximum c'est 7 jours, avec une conservation au frais. Si l'amphotericine B, j'ai dit qu'il était préférable, je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé par de la recherche, j'ai cherché dans des bains de bouche, dans la littérature, donc ils ont dit de préférence, il faut conseiller aux malades, il faut donner l'amphotericine à part, ils l'utilisent après le bain de bouche. Voilà. Par contre, moi je voulais rajouter par rapport à l'efficacité, oui. On pourra le prouver à la paillasse. Donc vous testez votre flacon contenant l'exétidine dans le sérum bicarbonaté avec l'amphotericine, vous déterminez l'activité antifongique et de l'autre côté, l'autre préparation, vous testez l'amphotericine seule par rapport à une référence et vous démontrez l'efficacité antifongique ou bien bactéricide. Ça a été fait dans et ça se fait. Excusez-moi monsieur, c'est des études différentielles. Mais vous pouvez le faire. Moi, je ne peux pas parce qu'il me faut une population. Oui. Moi, je reçois ce genre de préparation, je reçois 3-4 fois par an. Ce n'est pas énorme. Donc, ma population, c'est des gens qui viennent, c'est des gens de passage. Ce n'est pas des gens de la localité. Et pour faire toute une étude différentielle, il me faut une population donnée. C'est la recherche. C'est de la recherche. C'est des études statistiques que moi, à mon niveau seul, je ne peux pas faire. Il faut plusieurs pharmacies, il faut plusieurs types de cancers à ce moment-là, cancers buccaux, d'autres cancers, quand il s'agit de radiothérapie, donc cancer de la sphère ORL, quand il s'agit d'autres cancers, donc à ce moment-là, il faut étudier les types de cancers, les types de radiothérapie, il y a toute une panoplie que moi seul je ne peux pas faire. Il faut toute une communauté, il faut le milieu, l'association de l'hôpital, des cliniques maintenant qui font de l'oncologie. Merci beaucoup, Dr Saïb. Merci également à vous, Dr Mimène, pour toutes ces explications. Nous arrivons à la fin de cette CIFAL TV, de cette 19e édition du Salon international de la pharmacie en Algérie. Je rappelle que la thématique cette année s'articulait autour de la pharmacie dans la prise en charge du cancer. Donc voilà, on arrive à la fin. J'espère que les communications qu'on vous a proposées tout au long de ces 4 jours ont été bénéfiques. Merci à tous ceux qui ont participé donc, dans ce riche programme. Merci à vous également d'avoir assisté, d'avoir participé avec des questions. On se retrouvera l'année prochaine. Au revoir.